Bonjour chers investisseurs, aujourd'hui j'ai envie de vous enlever une charge mentale par rapport aux impayés, c'est de savoir quelle garantie prendre. Vous enlevez la charge mentale et toutes les questions juridiques, administratives que vous vous posez en vue d'une mise en location. C'est exactement le but de la formation que je propose. Je vais donc vous expliquer très rapidement les deux grands principes simples à connaître pour ne pas vous tromper. En réalité, il y a plusieurs dizaines de façons de se protéger d'un impayé. C'est ce que j'explique dans la méthode DOG, dont vous avez pu voir soit un extrait, soit la vidéo entière dans le mail précédent. Et dans le D de la méthode DOG, D-O-G, le D c'est tout simplement la division du risque. Il y a plusieurs façons de diviser son risque. Je vous parle du cautionnement et de la garantie ou des garanties loyer impayé. Le cautionnement, c'est ce que je préfère. C'est le fait qu'une tierce personne va garantir le bon paiement des loyers et des charges de votre locataire et répondre de ses obligations. Entre vous et moi, ce n'est pas seulement pour une raison juridique que j'aime bien cette garantie-là, c'est plus psychologique. Tout simplement, plus la personne caution qui se porte garante pour le locataire est proche par affection, si vous voulez, du locataire, et plus vous avez de chances que les problèmes soient réglés. Je m'explique. Un enfant et ses parents, ou un frère, une sœur, s'ils sont proches, trouveront cela très désagréable que vous joigniez la personne caution pour résoudre les problèmes, et ils voudront éviter à tout prix ce souci-là, donc ils auront plus tendance naturellement à vous régler, ou en tout cas essayer de trouver une solution pour vous contenter et éviter d'en arriver à mettre au courant une tierce personne de laquelle ils sont très proches. Peut-être que vous avez connu l'époque où la personne caution devait recopier des lignes et des lignes dans l'acte de cautionnement. Ce n'est plus le cas depuis la loi Allure, c'est beaucoup plus simple en termes de formalisme. Vous l'avez compris, avec le cautionnement, vous avez en fait un deuxième patrimoine sur lequel récupérer toutes les sommes dont le locataire peut répondre ou doit répondre. Une astuce par rapport au cautionnement. L'engagement de caution peut valablement être consenti pour une durée déterminée, c'est-à-dire pour la durée du bail et ses reconductions tacites, légales ou conventionnelles. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien voir avec la caution pour qu'elle s'engage non seulement pour le premier bail, mais également pour les suivants. Il faut que ce soit marqué noir sur blanc, hein. La jurisprudence dit bien qu'il faut que ce soit un engagement express. Et si ce n'est pas le cas, la personne caution ne sera redevable ne sera tenue en fait que des obligations qui sont nées du premier bail. S'il n'y a pas de mention, on dit que le cautionnement est à durée indéterminée. La caution peut le résilier unilatéralement, donc ça veut dire qu'elle peut, de sa propre décision, résilier cet engagement. Ce sera à la fin, cette résiliation prendra effet à la fin du premier bail. Si elle ne résilie pas, elle est quand même tenue aux obligations du bail renouvelé. Info importante en tant qu'investisseur, si vous achetez un bien qui est loué, la caution se transmet également au nouveau propriétaire, sauf disposition contraire dans l'acte. Je vous mets juste en dessous de la vidéo un modèle d'acte de cautionnement. Attention, dans plusieurs cas, le cautionnement est impossible, c'est pour ça qu'on va parler de la deuxième solution. Donc les cas dans lesquels le cautionnement n'est pas possible, c'est lorsque vous avez déjà une garantie loyer impayé, à moins que le locataire soit un étudiant ou un apprenti. Les bailleurs qui sont des personnes morales autres que des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4e degré inclus, donc atchoum. En fait, si le propriétaire est une personne morale, donc c'est-à-dire une société, par exemple une SAS, une SARL, elle ne peut pas non plus utiliser le cautionnement, sauf si le logement est loué à un étudiant qui ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur, ou si le cautionnement est apporté par certains organismes comme le Fonds de solidarité pour le logement FSL, etc. Par contre, les SCI familiales peuvent avoir recours au cautionnement. Mais des SCI qui ne rempliraient pas cette condition d'être constituées de parents alliés jusqu'au 4e degré inclus, donc c'est vraiment des personnes proches dans la famille, ne pourraient pas conclure ce type de garantie.
En revanche, elles pourront conclure la deuxième garantie, donc qui est l'assurance loyer impayé ou la garantie loyer impayé, qu'on appelle souvent GLI. Je suis huissier de justice de formation, donc juriste. Je connais le droit et j'adore trouver des articles qui permettent de mettre la loi à notre service en tant que propriétaire bailleur, toujours en restant dans le cadre légal pour pouvoir être serein. Et c'est exactement ça que je vous propose. Et c'est ce que j'ai remarqué dans l'immobilier, c'est qu'on a tous notre préférence, notre zone de génie. Je me suis formée pour ce qui concerne la recherche de biens, le financement, pour pouvoir aller sur le terrain sans avoir cette charge mentale de me dire et si l'agent immobilier dit ça, et si le vendeur dit ça, qu'est-ce que je réponds si le notaire me demande ça. Je vais maintenant vous donner 2 exemples de questions d'investisseurs que j'ai reçues récemment et auxquelles j'ai pris plaisir à répondre, mais c'est typiquement le genre de questions qui montrent la charge mentale de se dire qu'est-ce que je vais faire, dans quelle loi chercher, comment trouver la réponse dans le bon article, est-ce que je risque la nullité du bail, est-ce que le locataire ne me payera pas parce que je n'ai pas respecté tel et tel détail. Et c'est ce type de réponse que j'apporte dans ma formation. Alors la première question qui m'a été posée, est-ce que je peux transmettre les diagnostics techniques au locataire par email plutôt que d'imprimer X pages? Donc excellente question qui fait gagner du temps et de l'argent à la propriétaire qui me l'a posée. Donc effectivement, en bail d'habitation, c'est la loi de 1989 qui s'applique, la loi du 6 juillet 1989, et il suffit de regarder à l'article 3-3, l'avant-dernier alinéa, qui dit bien que la transmission des diagnostics se fait par voie dématérialisée, qu'elle est possible, en tout cas, sauf refus express du locataire. Alors vous le voyez, je suis spécialiste de la location longue durée, que ce soit des baux d'habitation, donc résidence principale, location nue ou location meublée. Tout ce qui concerne la colocation ou la courte durée, voilà, la crise a pu montrer que ce n'était pas le mode d'exploitation le plus sûr, le plus stable. Donc moi-même pour mes investissements, j'ai de la location nue et je vais proposer de la location meublée. J'ai fait tous mes calculs en location meublée longue durée. Je vais proposer aussi un peu de courte durée, mais je ne vais pas le faire sur la majorité des appartements. Voilà pourquoi les questions auxquelles je réponds concernent uniquement les baux d'habitation résidence principale. Donc la deuxième question que j'ai reçue, par exemple, c'était hier. Claire, est-ce que tu peux me dire si le bail s'arrête automatiquement ou s'il faut qu'un congé soit donné? Donc là, la réponse est simple. Soit le locataire a donné congé dans les formes et les délais prévus par la loi, soit le propriétaire, idem dans les formes et les délais prévus par la loi avec un motif prévu par la loi. Et c'est seulement à ces conditions-là que le bail s'arrête. En tout cas, il ne s'arrête jamais automatiquement. C'est une protection du locataire supplémentaire. Et le dernier cas, évidemment, ce serait la résiliation judiciaire pour impayé ou non-respect des obligations du locataire. Mais en tous les cas, si la relation se passe bien, entre guillemets, qu'il y a les paiements d'un côté et que vous respectez aussi vos obligations, s'il n'y a pas de congé, le bail est reconduit. Je réponds maintenant aux questions que vous m'avez envoyées et je vous remercie pour l'intérêt que vous montrez par rapport à ma formation. Alors la première question que j'ai eue, c'était de savoir si ma formation était réservée aux professionnels. Alors je peux comprendre cette question, comme je suis huissier de formation, juriste. Peut-être que ça donne l'air d'être très orienté professionnel ou spécialisé. C'est un compliment, mais je m'adresse vraiment aux investisseurs, aux futurs investisseurs qui ont un bien ou qui vont en avoir un pour les guider directement, qu'ils connaissent étape par étape le processus légal pour pouvoir trouver un locataire idéal et le faire rester le plus longtemps possible en étant bien évidemment carré sur les documents à fournir, sur comment est-ce qu'on arrive à voir si un locataire peut être fiable, ou inversement, comment éliminer d'office certaines candidatures. L'expérience parle aussi là-dedans, c'est vraiment pas que du juridique. Donc les investisseurs aguerris, évidemment, peuvent nous rejoindre, mais en tous les cas, moi je reprends vraiment la base de A à Z. Ensuite, on m'a demandé comment se présenterait la formation. Donc la formation, c'est tout simplement une formation accessible par Internet. Donc c'est un espace dans lequel il y a plusieurs modules, plusieurs vidéos, ainsi que des ressources de texte, parce que je ne fais pas du blabla, moi je prouve toujours par A plus B de quelle loi je parle, de quel article je parle, de quelle jurisprudence je parle, donc quelle décision de justice je vise.
et c'est un espace de formation vidéo qui est accessible à vie. Ensuite, je vous l'ai dit, on m'a demandé si je proposais cela pour les colocations, puisque c'est vrai que c'est un régime juridique à part. Alors non, je ne propose pas cela. Mon programme, c'est uniquement pour les locations longue durée classiques, donc en location nue ou en location meublée à but de résidence principale, mais pas les colocations. Le bonus que je vous propose également, c'est une garantie 30 jours. Cette garantie 30 jours satisfait ou remboursée. Je vous donne accès à la formation pendant 30 jours. Si pour n'importe quel motif, vous ne souhaitez plus y avoir accès et que je vous rembourse, aucun problème, un mail suffit et je vous ferai le remboursement. Comme ça, vous ne prenez aucun risque. Si vous avez un souci quelconque d'un point de vue personnel, je m'engage à vous rembourser sur simple demande écrite de votre part. Une autre question que j'ai eue, je ne vais pas forcément me faire que des amis, mais je dois quand même vous en parler. On m'a demandé si le bien est déjà géré par agence. Donc dans la formation, je vais expliquer la responsabilité d'une agence immobilière, par exemple, dont vous ne seriez pas content. Je proposerai également un courrier de résiliation de mandat si vous le souhaitez, mais je vais également vous dire dans quel cas une agence est très importante ou dans quel cas vous pourriez vous en passer avec les ressources que je vais vous proposer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite dans un prochain email. À bientôt!